Salut à tous, salut Julo, salut Yann, salut Jimmy, salut Joker. Moi c'est Sarah. Enchantée, si on ne s'est pas croisé la semaine dernière. On est ensemble pour 1 heure de stream. C'est donc moi, votre hôte, en l'absence de Ludo. Et pour cette première ensemble, on va aller au Proche-Orient. On va donc bien sûr parler de la guerre entre Israël et le Hamas, la guerre qui a commencé le 7 octobre. Alors on va essayer de faire le point sur ce qui s'est passé ces derniers jours. On va donc parler de trêve, bien sûr, on va parler d'otages libérés, d'otages pas libérés, on va parler d'aide humanitaire et bien sûr on va parler de reprise des combats. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe sur place, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans les discussions, dans ces fameuses négociations. On va parler un peu de comment on en est arrivé là. On va surtout parler de la suite avec vous, bien sûr, le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Nos invités sont là pour y répondre. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Joanne Deas. Bonjour. Salut, tu es directrice exécutive de l'IREMO, c'est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Avec nous également Guillaume Ancel, ancien officier, chroniqueur et auteur du blog Ne pas subir. Et à tes côtés, Jean-François Corti. Jean-François, tu es médecin, vice-président de Médecins du Monde, ainsi que chercheur associé à l'IRIS, c'est l'Institut de relations internationales et stratégiques. Bienvenue à tous. Cette guerre donc entre Israël et le Hamas, elle a connu une pause, on appelle une trêve, une pause, avec d'abord 4 jours de trêve qui ont été prolongés de 2 jours, qui ont été encore prolongés d'1 jour, donc en tout, si je sais encore compter, ça fait 7 jours. Et depuis vendredi matin, les combats ont repris, donc l'armée israélienne s'est d'abord concentrée sur des raids aériens, et puis aujourd'hui c'est l'opération terrestre qui a repris avec une armée qui se dirige vers le sud de la bande de Gaza, qui était jusque-là peut-être pas épargnée, mais au moins, voilà, on se concentrait plus sur le nord, on va dire. Et donc, elle se dirige notamment vers la ville de Khan Younes. Cette trêve, si on fait un petit bilan chiffré, c'est 110 otages libérés, 240 prisonniers palestiniens libérés. Les combats ont donc repris, des otages, il en reste. Alors, pendant ces jours de trêve, il y a eu quelques moments de tension. Quel bilan vous faites, vous, de la trêve ? Est-ce que c'était un moment bien utilisé ou une occasion un peu gâchée ? Voilà, je vous laisse prendre la parole. Qui veut commencer ? Quel bilan on peut faire de cette trêve ? Premier point sur le soulagement. Je veux juste que tu veux bien que tu veux le micro. Merci. Je vais faire un premier point très simple sur le soulagement. En fait, il ne faut pas oublier que pendant cette trêve, c'est surtout les civils palestiniens qui ont soufflé. Parce que pendant les 8 semaines précédentes, ils ont été bombardés au quotidien. Je rappelle que quand on dit le Hamas affiche 16 000 morts, on n'a aucune fiabilité dans ces chiffres. Les estimations que font les analystes militaires, compte tenu de l'importance des bombardements, c'est qu'il y a actuellement dans la bande de Gaza entre 20 et 30 000 morts, qu'on récupérera malheureusement plus tard quand on arrivera à dégager les corps sous les gravats. Pourquoi ? Parce qu'à cause de l'importance des destructions des infrastructures, aujourd'hui, personne n'est capable d'aller récupérer, comme on le ferait après un drame, qu'est-ce qui est sous les décombres. Donc, entre 20 et 30 000 morts, il faut imaginer qu'il y a 4 fois plus de blessés. On a largement dépassé le stade des 100 000 victimes. Donc, la trêve, elle a d'abord profité aux civils palestiniens. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu une question sur les otages qui était importante, puisqu'on a beaucoup mis en scène la libération de quelques otages. Je voudrais juste, sur ce point-là, avant de passer la parole à mes petits camarades, rappeler une chose, c'est qu'il faut faire très attention à la notion d'otage, parce qu'en fait, ce sont des disparus dont on parle. Les 240 personnes dont parlent les Israéliens, ce ne sont pas des otages, ce sont des disparus dont on ignore s'ils sont encore en vie et aux mains de qui ils sont. Donc on a libéré 110 personnes, dont on peut dire après coup c'était des otages parce qu'on les a récupérés, mais les 130 qui théoriquement restent, en réalité, personne ne sait combien ils sont. Et moi je dirais, compte tenu de ce qui s'est passé et des informations qu'on a eues du côté militaire israélien, il y a plusieurs dizaines de ces disparus qui sont morts dans les bombardements, qui sont morts quand ils sont arrivés après le fait d'avoir été kidnappés. Je rappelle que c'est un crime de guerre de prendre des otages quand même. Quand ils ont été kidnappés et emmenés dans la bande de Gaza, on sait qu'il y en a au moins 10% qui sont morts des suites de leurs blessures. Et après, il y a tous ceux qui sont morts dans les bombardements israéliens. Donc, a priori, s'il reste entre 60 et 80 otages, ce serait bien. Mais il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait qu'il en manque plusieurs dizaines, parce que ceux dont on parle, ce ne sont pas des otages, ce sont des disparus.
Jean-François? Oui, pour aller dans le sens de ce qui a été dit, effectivement, ça a été un répit d'une courte durée pour les civils, et pour les aidants aussi, pour les soignants, avec des équipes d'humanitaires, notamment de Médecins du Monde, celles que je connais le mieux, qui ont pu souffler un petit peu comme les civils, qui ont pu vivre quelques heures ou quelques jours sans des bombardements quotidiens qui vous pourrissent la vie en fait, hein, et qui ont totalement désorganisé le travail de la plupart des humanitaires, y compris des soignants, dans un contexte où 2 tiers des hôpitaux ne sont plus fonctionnels, où des dizaines de centres de santé ont été détruits, des hôpitaux ont été attaqués. On est vraiment dans une forme de guerre contre les hôpitaux, hein, dans le contexte que vous connaissez d'accusations potentielles d'avoir dans ces hôpitaux des quartiers généraux, notamment du Hamas. Ces hôpitaux qui centralisent des centaines de blessés, de malades, mais aussi leurs familles et des centaines de personnes qui ont perdu leur logement et qui ont essayé d'y trouver une forme de sanctuarisation, lieu de soins, mais aussi de protection. Donc, pendant cette trêve très courte, il y a quelques camions qui ont pu rentrer. C'est pas très clair le nom, mais probablement entre 100 et 400 camions sur cette trêve-là, avec de l'eau, de la nourriture, un peu de fioul, un peu de médicaments. Mais il faut considérer qu'on arrive après près d'un mois et demi de blocus total, où avant même ce blocus total, Gaza dépendait à 80-90% d'entrées extérieures. Donc c'est pas quelques centaines de camions qui ont pu rattraper l'étendue des besoins d'une population qui cherche à boire, à manger et qui est en rupture de soins dans la plupart des dispositifs. Donc ça a été un répit, une capacité pour les équipes un petit peu de commencer à s'organiser. Par exemple, Médecins du Monde, on était en train de faire entrer un fret de 6 tonnes prépositionné côté Rafah, côté égyptien, avec du matériel pour pouvoir prendre en charge près de 20 000 personnes sur 3 mois. Ce qu'on appelle des kits médicaux, plus un kit chirurgical pour pouvoir faire pas mal d'opérations. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Il était en train de rentrer avec l'aide du Croissant Rouge égyptien. On était en train de trouver des lieux pour stocker le matos, entre guillemets, parce que c'est pas tout de faire rentrer l'aide, hein, et c'est quelques centaines de camions sont rentrés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément touché les bénéficiaires, parce qu'il y a tout un défi logistique de surcroît dans ce contexte où il y a énormément de destruction, les routes sont abîmées, la plupart des bâtiments sont détruits, les communications ne marchent pas tout le temps. D'ailleurs, les communications en ce moment, elles sont à nouveau coupées, notamment dans le nord de Gaza. Et donc ce défi logistique en quelques jours, il a pratiquement été impossible, même si quelques personnes ont pu bénéficier de l'aide. En tout cas, la plupart de l'aide qui devait rentrer n'est pas allée au bout du bout. Quand elle est restée en stand-by, en train d'être prêt à distribuer, mais le temps n'a pas été assez long. C'est pour ça que la plupart des organisations humanitaires, des Nations Unies, d'ailleurs de nombreux États ont demandé un cessez-le-feu parce que, d'un point de vue opérationnel, c'est la meilleure manière de faire entrer de l'aide, de la distribuer et de sauver des vies et de se réorganiser. Parce qu'on est beaucoup plus sur le temps long. Il y a le défi logistique, encore une fois, qui fait que l'aide, c'est pas tout de rentrer, il faut qu'elle soit distribuée. Ça veut dire qu'il faut informer la population, il faut trouver des lieux intermédiaires, il faut que les équipes soient reconstituées pour qu'elles puissent faire en sorte que les médicaments arrivent à bon port, que la bouffe et l'eau aussi soient distribuées dans de bonnes conditions. Mais ça se fait, c'est pas de la pensée magique, c'est de l'opérationnel, quoi. Et l'opérationnel, c'est pas des slogans, c'est du concret, c'est de l'organisation, c'est des ressources humaines. Voilà. Et en 7 jours, c'est vraiment une aide à minima qui est rentrée, vraiment une goutte d'eau dans, je dirais, un océan de besoins immense. Et aujourd'hui, on va y venir, hein, la situation, je ne sais pas si on peut faire une gradation dans l'horreur. C'était déjà l'horreur sur un territoire où de 300 km², où des populations n'ont pas pu s'échapper, beaucoup de femmes, d'enfants, hein, qui n'ont pas pu anticiper le siège. On le sait, dans d'autres conflits contemporains, des sièges, c'est assez classique, même si c'est barbare. La plupart des gens peuvent partir, aller se réfugier dans le reste du pays ou à l'étranger, comme on l'a vu à Mariupol, en Ukraine, où des millions de réfugiés ou de déplacés ont pu partir dans le pays ou en Europe. Là, les gens n'ont pas pu s'échapper et ils n'ont pas pu faire de stock. Et ils ont dû partir en courant de chez eux pour la plupart. Donc, ils n'ont rien, en fait. Et on va revenir sur la situation
aujourd'hui, je vais laisser la parole à mes collègues, ensuite on en reparlera, mais c'est l'horreur absolue. C'est-à-dire que les dernières infos qu'on a, c'est qu'on est sur une partie très centralisée au fond, dans le sud de la bande de Gaza, un territoire encore plus contraint, où ça bombarde massivement. Les mortalités étaient déjà 30% avant la trêve dans le sud. Donc on disait que c'était une zone sécurisée, ça n'a jamais été une zone sécurisée. Et là, c'est un territoire très restreint, le sud. On demande aux habitants de Khan Younes de partir sur Rafah. Il y a déjà 1 million de déplacés. En fait, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Joanne Deas. Alors peut-être que je peux dire quelques mots de la dimension politique de la trêve. En fait, la trêve, elle était nécessaire pour le gouvernement israélien parce qu'il fallait qu'il donne quelque chose à sa population. Il y avait la population israélienne, l'opinion publique israélienne qui était extrêmement mobilisée pour la libération des otages. C'était une pression de la rue israélienne croissante sur le gouvernement israélien qui est considéré par, en tout cas, Benjamin Netanyahou est considéré par une majorité des Israéliens comme responsable des attaques du 7 octobre. Donc il est en train de jouer sa tête. Clairement, tout le monde considère qu'il est à l'heure actuelle mort politiquement. Et donc Netanyahou, il a intérêt à ce que cette guerre ne s'arrête jamais. Parce qu'il y a une tradition politique en Israël, c'est qu'on ne remet pas en question un gouvernement et on ne fait pas de remaniement ministériel pendant une période de guerre. Et donc Netanyahou a tout intérêt à ce que cette guerre soit sans fin. Et je pense que les objectifs affichés de cette guerre, donc qui a repris, sont quoi? Sont triples. C'est détruire complètement le Hamas, libérer tous les otages et faire en sorte que le 7 octobre n'arrive plus jamais. Alors je trouve ça très intéressant ces 3 objectifs parce que pour moi les 3 sont infaisables avec une stratégie militaire. Détruire le Hamas militairement, alors vous pouvez raser la bande de Gaza, vous pouvez en faire un parking, vous pourrez noyer tous les tunnels, vous pouvez aller pourchasser jusqu'au dernier combattant de la bande de Gaza, le Hamas va repousser ailleurs. Il va se régénérer. Pas une idéologie avec les armes, ne tue pas une idée. On ne tue pas une idée. Et tant que... donc deuxième, on a un expert militaire à mes côtés, prétendre pouvoir libérer des otages avec une solution militaire, c'est extrêmement compliqué. C'est pratiquement même infaisable dans la situation. Voilà. Et troisième chose, faire en sorte que le 7 octobre ne se produise plus jamais, mais c'est pas avec une solution militaire que le 7 octobre ne va pas se produire. C'est pas en mettant un blocus, en tenant 2,3 millions de personnes sous un blocus depuis 2007, voire même avant. À quel moment on pensait que ça allait pas exploser en fait? Et donc le seul moyen de tuer le Hamas, le seul moyen que le 7 octobre ne se reproduise pas, c'est une solution politique. Une solution politique. Voilà. Très bien. Guillaume, en fait peut-être sur la suite, pour prendre la suite de Johanna, on voit bien que là, le gouvernement Netanyahou donne la priorité à une stratégie purement militaire. Et quelque part, il est dans le déni de toute solution politique et de sa propre responsabilité. Mais ce qui nous surprend, c'est que, alors qu'il y avait une pression, notamment américaine, très forte pour épargner beaucoup plus la population civile. Je rappelle que jusqu'ici, les bombardements ont fait à peu près 10 fois plus de victimes civiles que de miliciens du Hamas visés. Donc on est dans des taux où c'est plus des victimes collatérales, c'est les victimes principales des bombardements. C'est ce qu'on appelle un carnage. C'est ce qui se passe aujourd'hui, sans compter la situation humanitaire que tu as décrite tout à l'heure. Donc on est vraiment dans une situation catastrophique. Et en fait, là pour l'instant, l'armée israélienne, attention, c'est une décision du gouvernement, ce n'est pas l'armée israélienne qui a décidé ça tout seul, le gouvernement Netanyahou continue son bonhomme de chemin comme si il ne se passait rien à l'extérieur. C'est la doctrine Netanyahou. Voilà, c'est la doctrine Netanyahou. Quoi qu'il en coûte, on continue à avancer. Ah non, pardon, c'est pas lui. Mais c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que au fond, on voyait bien qu'au départ, ils avaient envahi l'armée israélienne, le tiers nord de la bande de Gaza. Et là, ils vont chercher à complètement la contrôler. Aujourd'hui, ils n'en contrôlent pas tout à fait la moitié. Ils ont tout détruit. Les immeubles sont intégralement détruits. C'est très impressionnant. Mais ils veulent absolument aller voir qu'il n'est rien laissé en sous-sol, sous les décombres, etc. Et là, maintenant, ils rentrent avec des moyens militaires terrestres dans la partie sud. On s'y attendait parce qu'en fait, ils l'avaient quasiment annoncé. Et puis, ils avaient fait des premières raids, je veux dire, de reconnaissance. Mais là où c'est pas jouable, c'est que comme tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a 2,5 millions de personnes qui sont amassées sur les 2 tiers d'un territoire. Aller mener des raids terrestres au milieu, c'est la chronique de carnage annoncé, de nouveaux carnages annoncés. Et c'est là où on n'en revient pas, c'est qu'on pensait qu'il allait y avoir un changement de stratégie dans la deuxième phase, avec peut-être la volonté de faire des choses beaucoup plus ciblées et d'épargner la population civile. Et on a l'impression que pas du tout.
en réalité, ils se disent, on n'a pas forcément des mois devant nous pour faire ça. Donc, on a quelques semaines pendant lesquelles on va frapper, mais partout. D'ailleurs, le mot a été utilisé il y a quelques jours, leur flanquer une raclée mémorable. Ouais. Mais le problème, c'est que la raclée, elle n'est pas flanquée au Hamas, comme tu l'as rappelé. Elle est flanquée aux Palestiniens. Et la confusion des genres est inacceptable. Les Palestiniens ne sont pas le Hamas, ou alors, il faut dire clairement qu'on s'attaque aux Palestiniens. Mais on ne peut pas de la même main dire, on va détruire le Hamas, et de l'autre, faire porter par le peuple palestinien toute la responsabilité du Hamas dans une attaque bestiale du 7 octobre. Mais encore une fois, si on ne fait pas le distinguo entre les deux, c'est plus des crimes de guerre qu'on est en train de commettre. C'est un véritable carnage. Il n'y a jamais eu donc d'espoir que cette trêve, elle se transforme en cessez-le-feu ou qu'elle dure encore plus longtemps. C'était annoncé d'avance, la reprise des combats. Alors, c'est vrai que le porte-parole de l'armée israélienne l'avait annoncé le vendredi il y a 2 semaines, en disant que les objectifs d'Israël n'étaient pas tous remplis et qu'ils comptaient bien continuer jusqu'à avoir rempli tous leurs objectifs. Pour autant, derrière, la trêve a été prolongée 2 fois. On y a cru à un moment donné ou pas du tout ? Non, moi je pensais même pas qu'elle durerait 4 jours. Voilà. Elle ne pouvait pas durer trop longtemps, cette trêve, parce que les Israéliens ont clairement annoncé la couleur. Ils veulent avoir ces trois objectifs militaires remplis. Ils voulaient poursuivre l'effort de guerre. Or, la trêve, ça casse l'effort de guerre, ça casse la dynamique de guerre. Ça crée aussi une nouvelle réalité sur le terrain. Ça va augmenter, ça va accroître la pression de l'opinion publique internationale et de l'opinion publique intérieure aussi. Donc, c'était pas du tout dans l'avantage des militaires et du gouvernement israélien qu'une trêve se poursuive trop longtemps. Après, non, je vais laisser la parole à mes collègues là-dessus, mais c'était dans l'intérêt du Hamas de pouvoir un petit peu souffler, reconstituer ses forces, etc. Et puis le Hamas a gagné une stature politique avec cette trêve. Il a prouvé qu'il pouvait obtenir des concessions de la part d'Israël. Bon, même s'il a fait mieux par le passé, parce que là, on est sur un ratio 1/3, donc un otage israélien libéré, 3 Palestiniens prisonniers libérés. Sur Gilad Shalit en 2011, on était 1 pour 1000, 1 pour 1027. Un soldat israélien relâché contre 1027 Palestiniens prisonniers. Mais donc en tout cas, le Hamas a gagné ou même une guerre de communication, mais la reprise des combats pour moi était inéluctable. Alors, moi j'espérais le contraire, oui. Mais d'abord parce que je suis un optimiste incurable, mais surtout parce que j'ai participé à 4 guerres et j'ai traversé 3 génocides. Tout ça est sans issue. Je suis désespéré quand j'entends toute cette génération qui n'a aucune culture militaire expliquer qu'on va régler quelque chose avec la guerre. C'est juste effarant de conneries. Pardon de ce mot, mais la guerre, c'est une vallée de sang et de larmes. Et donc, soit on veut investir et garantir au Hamas 15 ans de recrutement de gens qui ne vont toute leur vie produire que de la haine pour leurs voisins israéliens, soit on cherche une solution qui permette à des peuples de coexister. Ce qu'au passage, on fait dans toutes les autres sociétés. Dans la société française, c'est une mosaïque de cultures et de cultures et de communautés différentes. Mais heureusement, aujourd'hui, on arrive à vivre ensemble. Et ça, ce qui se passe au Proche-Orient, c'est terrifiant parce que, en fait, c'est la chronique d'une guerre qui se répète tous les 3 ou 4 ans. Et sur lequel, en plus, Netanyahou a essayé de faire croire aux Israéliens qu'avec une brutalité extrême, il allait leur offrir de la sécurité. Le peuple israélien a toujours vécu dans une peur existentielle d'être exterminé par ses voisins. Et Netanyahou leur a fait croire qu'il allait leur offrir la sécurité. Qu'est-ce qu'il leur a offert ? Le 7 octobre. Un massacre d'une ampleur et d'une violence, mais incroyable. Enfin, quelle était la nécessité de faire ça ? Le Hamas ne s'est pas attaqué à l'armée israélienne. Et c'est d'ailleurs bien là où on voit que le Hamas n'a pas d'armée. C'est le gouvernement Netanyahou qui essaye maintenant de faire croire que le Hamas, c'est une grande armée. On fait la confusion complète avec le Hezbollah libanais, qui lui dispose d'une armée structurée, organisée, avec des vraies unités. Mais le Hamas, c'est un mouvement terroriste. Un milicien par nature, c'est un civil qui prend une arme et qui la relâche à un moment. Comment on fait pour détruire le Hamas ? Militairement, personne ne sait faire. Vous voulez demander aux Américains, ils ont essayé en Afghanistan il n'y a pas longtemps. Hein, d'accord, ils sont rentrés en disant on va chasser les talibans. Ils en sont ressortis chassés par les talibans parce qu'ils n'ont jamais compris qu'était-ce. On ne sait pas détruire militairement un mouvement terroriste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire des actions militaires contre des choses qui sont importantes de neutraliser ou d'aller détruire. Mais d'aller flanquer des raclées
comme dit le gouvernement Netanyahou, au peuple palestinien en croyant que ça va chasser le Hamas, mais c'est effarant. Pour rappel, avant que je donne la parole à Jean-François Corti, il y a des études qui estiment que la guerre contre la terreur dont tu parlais a fait 1,3 million de morts en Irak, en Afghanistan et au Pakistan, et a coûté 6 400 milliards de dollars aux contribuables américains. Pourquoi ? Pour rien. Pour pire que rien, en fait. Pour l'inverse de ce qui s'était au final, pour l'inverse de ce qui devait se produire. Que ça continue. Je voulais revenir, du coup, après cette trêve, sur la situation actuelle. Tu en parlais tout à l'heure, Jean-François. Donc il y a un certain nombre de camions qui ont pu entrer pendant cette trêve. Comment ça se passe pour les équipes humanitaires sur place, pour les civils ? Il y a quand même eu un moment où même les humanitaires cherchaient de l'eau et de la nourriture ? Ah oui, la plupart des humanitaires n'ont plus été opérants jusqu'avant la trêve et ne le sont pratiquement plus aujourd'hui avec la reprise des combats, même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu un peu de respiration, une tentative de se réorganiser. Aujourd'hui, la réalité humanitaire, c'est quoi ? C'est des centaines de milliers de personnes à qui on a demandé d'aller dans le sud, à Khan Younes, à qui aujourd'hui on demande d'aller à Rafah, avec des pseudo-itinéraires sécurisés sur lesquels personne ne comprenne rien, où il faut avoir un téléphone portable, Internet et compagnie, alors que des moyens de communication aujourd'hui sont très instables. C'est des personnes qui n'ont pas accès à des soins. Là, encore une fois, 2 tiers des hôpitaux sont plus fonctionnels et ceux qui l'étaient sont submergés par les malades et des blessés. Et quand on parle de submersion, c'est de blessés massifs. On parle de 40 000 blessés aujourd'hui. Et c'est pas de la petite blessure, hein. C'est des gamins, la plupart du temps, avec des amputations faites à la va-vite sans anesthésiant et ça continue, des brûlures, des compressions liées à des effondrements de bâtiments, parce que c'est des milliers de bâtiments qui ont été détruits, donc des générations qui sont foutues, avec une spécificité dans ce conflit qui est qu'il y a beaucoup d'orphelins blessés aujourd'hui. Ce qu'on ne voit pas forcément dans notre conflit. Beaucoup de gamins qui ont perdu leurs parents dans les bombardements et qui sont eux-mêmes blessés. Voilà, une particularité de ces bombardements qui sont indiscriminés et où la logique mise en avant de boucliers humains comme justification vole en éclats dans la mesure où plus d'une centaine de membres des Nations Unies sont morts sous les bombes. MSF a perdu 4 personnes. Nous, on a perdu un médecin il y a 15 jours. Aujourd'hui, on a un membre de notre équipe qui a été blessé par un bombardement. Il n'est pas mort, heureusement. Voilà, où ça tire dans le tas et la question de la proportionnalité, elle n'est pas du tout présente. Elle montre combien le droit humanitaire international, et on va y revenir, n'est pas du tout respecté. Et où l'attaque du 7 octobre, les horreurs du 7 octobre du Hamas relèvent probablement de crimes de guerre, n'ont rien à voir avec le respect du droit humanitaire international, et où la manière dont sont conduites les opérations aujourd'hui dans Gaza militaires n'ont rien à voir avec le respect du droit international, où les aidants, les soignants, les civils sont des cibles parmi tant d'autres. Quand on rase des quartiers, comme Guillaume le disait, et c'est des quartiers entiers qui sont détruits, on sait qu'on va faire des centaines, voire des milliers de civils. Donc il n'y a pas de bons et de mauvais civils morts et des civils qui seraient malencontreusement tués avec une intentionnalité terroriste versus des civils tués mais sans vraiment l'idée de les tuer. Non, quand on est à 15 000 morts, 40 000 blessés, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, probablement des chiffres sous-évalués par rapport à la réalité des mortalités qui, je le précise, sont sûrement supérieurs aux chiffres parce qu'on n'a pas pu aller chercher tous les morts sous les décombres. Simplement l'anecdote, pour vous raconter une anecdote, le médecin, Dr Macera, de Médecins du Monde, qui est mort il y a 15 jours, Médecins du Monde, et il est mort avec toute sa famille dans le bombardement de son habitation, il était 18. Il y a ses frères qui sont venus pour essayer de gratter la terre parce qu'il n'y avait plus de fioul, il n'y a plus de pelleteuse. Et puis de toute façon, il y a tellement de bâtiments détruits qu'on fait ce qu'on peut. Ils sont morts sur un deuxième bombardement en essayant de gratter la terre. Donc c'est que des histoires comme ça. Et puis il y a toutes les mortalités en lien avec le défaut de soins. N'importe quelle maladie chronique, une crise d'asthme un peu foireuse, un diabète décompensé, une appendicite, des accouchements compliqués. Ces gens-là, ils meurent. Et ils vont mourir aujourd'hui dans le sud de la bande de Gaza si la situation continue comme ça. Je veux rajouter aussi que
dans la zone hyper dense qu'il y a aujourd'hui entre Rafah et Khan Younes, où il y a plus d'1 million de déplacés, eh bien, les bombardements qui sont très actifs vont faire encore plus de morts, de fait, parce que les zones étaient encore plus denses, que les hôpitaux sont saturés, donc les mortalités vont être exponentielles. Et puis, on voit poindre des chiffres des épidémies aujourd'hui. Des épidémies qui sont logiques dans la mesure où on a des patients qui sont malnutris, des gens qui sont malnutris. Donc on sait que quand on est malnutri, au bout d'1 mois et demi, les défenses immunitaires sont importantes, que l'accès à l'eau est rendu difficile. Les gamins, ils boivent de l'eau saumâtre ou de l'eau de mer mal filtrée. Et donc vous avez l'émergence aujourd'hui de pathologies infectieuses à type de gastro-entérite, d'hépatite A, d'infections pulmonaires, qui sont en lien avec la promiscuité, la précarité. Et vous avez des dizaines de milliers de personnes qui dorment dans la rue aujourd'hui, qui ne mangent pas à leur faim, qui certains sont dans des centres des Nations Unies, qui sont des espèces de centres où il n'y a pas d'eau, pas d'hygiène, une promiscuité incroyable, et où on cherche à bouffer et à boire. Donc la réalité humanitaire du moment, c'est qu'il n'y a aucun lieu sécurisé à Gaza, qu'on meurt sous les bombes, qu'on meurt d'un défaut de soins, qu'on cherche à boire, à manger, alors que l'aide, elle est présente à quelques kilomètres de là. C'est là tout le drame. Elle est massivement prépositionnée côté égyptien, à Rafah. Elle est prête à rentrer, mais il n'y a pas les conditions de sécu et pas les autorisations pour qu'elle rentre de manière proportionnée. Donc on est dans une zone de non-droit total où l'inhumanité n'existe plus. C'est un carnage en cours. Et lorsque l'on fait un blocus total qui empêche l'eau, la nourriture d'entrer, les médicaments, lorsqu'on bombarde de manière intense, un espace contraint, parce que là on n'est plus sur 300 km², on est sur un espace qui est 3 fois moins grand, eh bien il y a une intention d'anéantissement objectif de civils. Enfin, si on empêche les soins, la nourriture et l'eau pour des enfants, des femmes, pour des 2 millions de personnes et qu'on les bombarde, il y a une volonté de destruction massive. Voilà. Et quand on parle de cessez-le-feu, c'est pas un point de vue mystique ou politique, c'est un point de vue d'opérationnel pour sauver des vies, pour que l'aide puisse rentrer, pour qu'il puisse y avoir du répit, pour que les aidants puissent faire leur boulot et que les civils puissent respirer. Et ça n'est pas entendu. Et aujourd'hui, et je termine par là, on voit qu'il y a une pression, vous l'avez rappelé, il y a une pression internationale qui bouge un petit peu. Kamala Harris a dit qu'il fallait pas tuer trop de civils. Alors vraiment, il faut faire attention. Les équipes de Macron disent qu'il faut depuis quelque temps, il faut un cessez-le-feu en vue il faut une trêve en vue d'un cessez-le-feu. On voit bien que ça devient tellement énorme que la situation sur place, la monstruosité de la destruction massive des civils en cours, que les éléments de langage sont en train un petit peu de changer, mais on met les Occidentaux, les Européens, la France, les États-Unis, ils instrumentalisent la raison humanitaire pour dire il faut de l'aide humanitaire, mais ils ne mettent pas des mots sur les raisons pour lesquelles l'aide humanitaire est nécessaire et pourquoi il y a une catastrophe humanitaire. Et les raisons, c'est un blocus massif, c'est des bombardements indiscriminés, et ça, ce n'est pas dénoncé, et ça devrait l'être. On a dénoncé à juste titre les horreurs du 7 octobre du Hamas, il faut dénoncer cela, et aujourd'hui, nos représentants, l'Europe, les États-Unis, ne le font pas, et c'est une abomination au regard des mortalités exponentielles qui ont lieu en ce moment à Gaza. Alors, je vais peut-être poser une question qui est peut-être un peu naïve, tu me diras, mais c'est les besoins justement humanitaires. C'est jamais discuté dans les négociations de trêve, de choses comme ça, parce qu'on sait que le CICR était partie prenante des négociations, donc le Comité international de la Croix-Rouge, qui avait le mandat justement pour récupérer les otages, etc. On ne parle pas d'autorisation justement pour faire passer plus de camions à Rafah, donc à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Ça ne fait pas partie des discussions, on parle que d'otages, entre guillemets. D'avoir la possibilité de faire entrer plus de camions de nourriture, plus de camions d'eau, plus de camions de carburant, etc. Les ONG ne sont pas dans les négociations entre le Hamas, le Qatar, l'Égypte et Israël, sur notamment la possibilité de faire entrer du matériel depuis à Rafah. Il faut être très clair sur les mandats de chacun, parce que on voit qu'y compris chez nous, certains acteurs, y compris médiatiques, mettent la pression sur les aidants comme si on était un problème aujourd'hui à Gaza. Notamment en accusant MSF ou Médecins du Monde de ne pas en faire assez pour les otages.
Il faut être très clair, évidemment, qu'on est concerné par le sort des otages, et le drame qu'ils vivent, comme les civils gazaouis, avec probablement, comme Guillaume le disait, de nombreux otages qui sont morts aussi sous les bombardements, vu l'intensité. Mais il faut être très clair, ce n'est pas dans le mandat des organisations comme MSF, MDM, qui sont des ONG, de pouvoir gérer tout ce qui relève du suivi des otages, de la médiation ou des prisonniers. Ce n'est pas notre mandat, donc on n'a pas la légitimité politique, on n'intervient pas dans le cadre de conventions, on n'est pas mandaté et on n'a pas l'expertise pour ça. C'est du registre de la Croix-Rouge, du CICR, de pouvoir travailler sur ces problématiques-là en lien avec des conventions. Et ce n'est pas non plus le rôle des Nations Unies. Donc quand il y a une espèce de boulga là où on essaie de pointer du doigt les insuffisances des aidants, parce que ça a été une réalité médiatique en France, de nous pointer du doigt, il faut simplement rappeler que dans la géopolitique de l'aide, dans la diversité des acteurs, les Nations Unies ne sont pas des ONG, la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge ne sont pas des ONG. Les ONG, c'est MSF, MDM, Première Urgence, CARE, Oxfam, tout ce que vous voulez. La Croix-Rouge, les CICR, ce sont des auxiliaires d'État. Ils ont une capacité d'opérationnalité relativement indépendante, mais ils ont aussi la nécessité d'un travail dans un cadre et un mandat qui leur est octroyé dans le cadre notamment de la Convention de Genève. Et puis il y a les Nations Unies, organisation supranationale. Donc ce sont tous les trois, on va dire, des acteurs qui sont partie prenante dans on va dire, les géopolitiques de l'aide, mais ils n'ont pas les mêmes mandats, les mêmes compétences. Pour répondre de manière plus spécifique à ta question, pendant cette trêve, c'est remis en place dans le sud de Gaza ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire c'est des groupes d'acteurs qui, selon leur capacité et leur spécificité, certains travaillent dans la logistique, l'accès à l'eau, à l'hygiène, d'autres vont travailler dans le champ de la santé, d'autres vont travailler dans le champ de l'éducation, par exemple. Et ces groupes, ces clusters, sont coordonnés en général par les Nations Unies et il commençait à y avoir à nouveau quelques réunions de travail pour savoir qui fait quoi ou comment, simplement pour qu'on ne se marche pas sur les pieds sur un territoire donné. Tout ça, ça a à nouveau volé en éclats, voilà, avec la reprise des combats. Donc aujourd'hui, la demande qu'il faut formuler en plus du cessez-le-feu, c'est la possibilité aussi de permettre à des blessés de pouvoir sortir et être évacués vers l'Égypte notamment, parce qu'il y a aussi des hôpitaux de campagne qui ont été installés côté Rafah, entre l'hôpital Al-Rish et Rafah, notamment géré par le Croissant-Rouge égyptien. Il y a de quoi pouvoir prendre en charge des blessés lourds qui ne peuvent plus être soignés dans Gaza. Donc ça, c'est une demande forte. C'est bien sûr faire rentrer de l'aide. Et puis, c'est aussi demander à ce qu'il y ait davantage de passages de zones d'entrée. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là puisqu'on est dans une phase active de bombardement. Mais il n'y a aucune raison que l'aide ne rentre que par le passage de Rafah. Il y a plein d'autres passages potentiels depuis Israël notamment. Si on veut vraiment être dans le cadre des conventions de Genève, du respect du droit humanitaire international, toute l'aide devrait pouvoir rentrer, y compris depuis des passages en terre israélienne. Voilà, on en est loin aujourd'hui, et c'est ça qui est dramatique. Et le dernier point, c'est que il n'y a aucune raison que dans ce conflit-là, on ne puisse pas faire entrer des observateurs type la Cour pénale internationale, comme on a pu le faire en Ukraine, comme on a pu le faire dans beaucoup de contextes, et de manière légitime, pour pouvoir observer s'il y a du non-respect du DIH, s'il y a des crimes, documenter des crimes de guerre avec des acteurs qui sont impartiaux. Ça a été fait en Ukraine, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas être fait à Gaza. Or, aujourd'hui, c'est une demande qui est formulée par plusieurs acteurs, mais qui n'est pas respectée. Et ça entretient quoi de manière plus globale? Ça entretient la perception d'une forme d'intervention de la communauté internationale qui est sur le registre du deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que on va s'indigner de ce qui se passe en Ukraine de manière légitime, on va mettre tous les moyens pour pouvoir préparer aussi l'après, qui devra être jugé sur les crimes observés, mais là à Gaza c'est juste pas possible. Donc ce deux poids deux mesures que l'on expose, en tout cas que les Occidentaux exposent comme ça à la face du monde, à la face d'un Sud global aujourd'hui qui, après la guerre en Ukraine, n'a pas suivi, a peut-être condamné Poutine, mais n'a pas voté pour qu'il y ait des sanctions contre Poutine. Quand il voit ce deux poids deux mesures, évidemment que la fracture entre le Nord et le Sud s'accentue encore plus, et donc on part sur des années et des années de tensions diplomatiques et de difficultés notamment pour un pays comme la France, de pouvoir se refaire une crédibilité dans le Sud global vis-à-vis notamment du respect des droits fondamentaux. Un deux poids deux mesures qui est peut-être encore plus
qui a encore plus de conséquences dans un conflit aussi polarisant que celui-là depuis des années ? Oui, clairement. En fait, il y a deux choses. Le deux poids, deux mesures, comme tu le disais, Jean-François, il est de plus en plus prépondérant parce qu'on a une émergence, en fait, un glissement de puissance qui se produit sur la scène internationale depuis plusieurs années, avec une émergence de pays non occidentaux, notamment les BRICS, qui ont une politique, une volonté de contestation, en fait, de l'ordre libéral mondial qui a été imposé par les États-Unis à la fin de la chute de l'URSS dans les années 90. Et donc, cet ordre libéral et son système de valeurs en fait, qui a été imposé à la société, aux autres États du monde comme condition pour intégrer la société des États, il est de plus en plus contesté. Et la Palestine, et il y a une autre chose que ces pays ont en commun, les pays du Sud global dont tu parlais Jean-François, c'est l'humiliation. L'humiliation d'avoir été soit colonisé, soit mis à la périphérie des relations internationales par les États occidentaux pendant l'ordre libéral, la période de l'ordre libéral et de l'hégémonie américaine. Et la Palestine, ici, elle joue un rôle absolument fondamental, un symbole fondamental, parce que c'est le dernier cas, avec le Sahara occidental, mais c'est un petit peu différent, c'est le dernier cas de décolonisation non achevée. C'est-à-dire que c'est le dernier fil qui relie les pays du Sud et le Sud global à leur passé colonial et qui empêche le monde et l'humanité de tourner la page de la colonisation. Et donc, c'est un symbole très très fort qui unit beaucoup les pays du Sud global. Et la Palestine, de manière générale, c'est, d'un point de vue identitaire, notamment pour le monde arabo-musulman, extrêmement important. Donc, voilà, vous avez un conflit qui cristallise en fait un petit peu tous les enjeux à l'heure actuelle qu'on voit en termes de rééquilibrage de puissance dans l'ordre mondial. Et dans ce cadre-là, on a une difficulté très importante de la part des pays occidentaux à concevoir ce nouveau monde, à comprendre ce nouvel ordre qui est en train de se créer. On a des œillères occidentalo-centrées, on a une grille de lecture et des petites lunettes de lecture qui datent de la guerre froide, où on pense toujours que l'idéologie est importante. L'idéologie ne fonde plus les alliances dans le monde international à l'heure actuelle. Les alliances, elles sont volatiles, au gré des intérêts. Il y a du multi-alignement. C'est pas parce que vous êtes allié avec quelqu'un que vous pouvez pas être allié avec son ennemi. Il y a vraiment, enfin je trouve en tout cas, une incapacité de la part des puissances occidentales, notamment de la France et des États-Unis, de comprendre qu'elles sont en train de faire partie du passé. Et à comprendre la perception, et que la question est les perceptions que le Sud global a de nous, c'est important dans la fabrique du politique aussi. Et on ne prête pas assez, je pense, d'attention à la façon dont les pays du Sud global nous perçoivent. Et à cette humiliation, cette variable de l'humiliation qui est extrêmement importante, si on ne la comprend pas et qu'on ne la prend pas en compte dans la fabrique de notre politique étrangère, on se tire une balle dans le pied. Et je pense que si vous regardez le comportement des Américains sur le dossier après le 7 octobre, ils font une multitude d'erreurs, puisqu'ils confirment, ils persistent, ils signent dans la question du deux poids, deux mesures, en poursuivant leur soutien inconditionnel à Israël et à son droit à se défendre quoi qu'il en coûte. Ils utilisent dans leur discours des mots qui rappellent des terribles échecs de la politique étrangère américaine dans la région. Ils utilisent le mot « evil ». Le mal, pour qualifier le Hamas. Donc ça rappelle l'axe du mal, ça rappelle le discours de George Bush en 2002 à l'État de l'Union qui lance la guerre contre la terreur. Tout ceci, ça résonne très très fortement dans les oreilles des populations du Sud global. C'est pas des mots qui sont des mots anodins. Et troisième erreur, c'est les États-Unis qui persistent et signent aussi dans leur obstruction au multilatéralisme. C'est-à-dire que ils prônent à la fois un système multilatéral et l'ordre international fondé sur les droits de l'homme, et dès qu'il s'agit de potentiellement exposer l'un de leurs alliés à la justice pénale internationale et au fonctionnement multilatéral, ils sont capables de bloquer le fonctionnement de l'ONU, par exemple, en mettant un veto à une résolution du Conseil de sécurité qui demandait simplement un cessez-le-feu. Ils ont voté contre avec un très très petit nombre d'États sur une résolution de l'Assemblée générale qui demandait la même chose. Et donc tout ceci s'est interprété comme
la continuation, en fait, la poursuite d'une arrogance, en fait, d'une arrogance américaine, d'une arrogance du monde occidental. Et ça nous dessert fortement, et ça sert la cause de la Russie et de la Chine qui capitalisent tranquillement, ils n'ont rien à faire, c'est du pain béni pour eux, sur leur capital sympathie par rapport à ces pays-là qui voient l'alternative des BRICS et de la Chine et de la Russie comme des alternatives beaucoup plus séduisantes que ce qui a été proposé jusqu'à présent par les puissances occidentales. Et je m'arrête là. Alors ça répondait à ta question, Yamanat, dans le chat tout à l'heure, qui demandait quel était le rôle des USA dans ce conflit. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire les États-Unis, Guillaume Ancel ? En fait, je ne suis pas sûr que, contrairement à ce qu'annonce le gouvernement Netanyahou tous les jours, la guerre va durer longtemps. Parce qu'Israël dispose de moyens limités. D'abord, Israël n'a pas de munitions de guerre. C'est-à-dire que les bombes guidées et les munitions d'artillerie, qui sont utilisées par milliers là, depuis 9 semaines, sont fournies par les Américains. Israël n'a pas de stock. D'ailleurs, ce sont des stocks qui manquent aujourd'hui aux Ukrainiens. Donc on voit bien qu'on est sur une denrée rare qui fait que si les États-Unis décidaient de stopper leur approvisionnement, en fait la guerre s'arrête en 3 jours. Hein. Donc il y a un rôle clé des États-Unis, mais on voit bien que l'autonomie israélienne n'est pas considérable, d'autant que pour avoir mobilisé 400 000 soldats, je rappelle que c'est un pays de moins de 10 millions d'habitants, c'est un effort colossal. En fait, la société s'est arrêtée de vivre pour mener cette guerre. Ça m'étonnerait que la société israélienne puisse la supporter plus que quelques semaines maintenant, peut-être 1 ou 2 mois. Je pense que les Américains, qui en plus ont en perspective le début des élections présidentielles en début d'année 2024, voudraient que la guerre se termine. Et je ne serais pas étonné qu'ils aient imposé aux Israéliens, puisqu'ils reprenaient leur offensive, de faire vite. Ce qui expliquerait l'extrême violence avec laquelle ils agissent aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a une forme de précipitation. Il y a eu 7 jours de trêve, on n'y revient pas. On s'arrêtera pendant encore peut-être 2 ou 3 jours si on avait le sentiment qu'on arriverait à extraire de manière sûre quelques dizaines d'otages. Mais en gros, il faut aller jusqu'au bout de buts de guerre qui sont inatteignables. Et je pense que, comme ils n'en ont pas les moyens indéfiniment, j'aimerais ne pas me tromper sur ce sujet, les Israéliens vont frapper très fort et ensuite vont s'arrêter en faisant croire qu'ils ont atteint les objectifs. Là où ils sont mis en difficulté, c'est que encore aujourd'hui, le Hamas tire des roquettes contre Israël. Et donc on voit bien que ces bombardements, ces coups de bombes de 250 kilos de tirs d'artillerie, qui, d'un point de vue militaire, sont faits pour tout détruire. On ne neutralise pas quelqu'un avec un tir d'artillerie, d'accord ? On détruit un immeuble complet. Aujourd'hui, c'est comme ça que procède l'armée israélienne. Elle détruit, elle vise un milicien du Hamas, mais en fait, elle tue au moins 10 personnes autour, elle en blesse 40 et elle détruit l'intégralité de l'immeuble dans lequel la personne est peut-être passée. Donc, en procédant de cette manière, elle conduit à vraiment des carnages et il y a un risque, d'une part, que l'opinion américaine, à un moment, se soulève, parce qu'aujourd'hui, il y a des débats très durs aux États-Unis, y compris d'une jeune génération juive qui dit « Nous, on soutient Israël, mais on ne soutient pas ces carnages. » Et en plus, ils ont bien compris que c'était sans issue. Deuxièmement, il y a un risque d'escalade régionale qui est fort. Le Hezbollah n'agit pas. Le Hezbollah qui est soutenu par l'Iran, donc ce serait un début de guerre avec la frontière nord d'Israël, parce que la flotte américaine s'est déployée au large et ils ont prévenu l'Iran que si jamais le Hezbollah intervenait, ce seraient des frappes massives contre l'armée du Hezbollah qui existe, elle, et qui serait détruite partiellement par ces frappes. Et puis troisièmement, il y a, dans ce risque régional, il y a le risque d'une escalade intra-israélienne avec la Cisjordanie, qui est un chaudron, et dans lequel, depuis le début de ce conflit, le 7 octobre, il y a quand même 250 Palestiniens qui ont été tués par des colons ou par l'armée israélienne en Cisjordanie, en toute impunité. Parce que là, on n'est pas en train de mener une guerre. Là, c'est des gens qui se font buter en Cisjordanie. Et donc, il y a un vrai risque d'explosion interne, avec une armée israélienne qui ne peut pas être gardée à ce niveau pendant des mois. Et donc, pour moi, Israël sera obligé à un moment de terminer son offensive. Et là, il est fort probable qu'Israël impose ce qu'elle commence à présenter aux pays étrangers, ce sont des buffer zones, ce sont des zones tampons, en disant, par exemple, tout le nord de la bande de Gaza que j'ai consciencieusement détruit, je considère que c'est un no man's land. Plus personne ne revient vivre dessus,
Et moi, je n'ai pas besoin d'y garder des unités importantes. Je vais juste surveiller que personne ne vienne. Mais en gros, je vais réduire à portion congrue la bande de Gaza. Et si les Palestiniens ne peuvent pas y vivre, eh ben, ils n'ont qu'à se barrer ailleurs. Parce qu'en fait, il y a une partie de l'état-major israélien, ou plutôt du gouvernement Netanyahou, qui au fond voudrait se débarrasser des Palestiniens. Non pas dans un génocide, comme certains extrémistes essayent de dire, ils n'essayent pas d'éradiquer les Palestiniens, mais par contre, des destructions massives qui en fait obligeraient les Palestiniens finalement à s'expatrier, notamment en Égypte. Ce qui fait d'ailleurs très peur aux Égyptiens qui n'ont pas du tout l'intention de se colter le sujet. Mais on voit bien que dans leur idée, la bande de Gaza devient une source de menace. Donc en gros, il faut la vulcaniser sous 2 mètres de profondeur et après la réduire à une portion tellement faible qu'en fait les Palestiniens ne puissent plus y vivre, en tout cas dans ce nombre-là. Donc ça nous mettrait face à une difficulté incroyable. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de rationalité dans le gouvernement Netanyahou sur une suite politique qui permettrait au peuple palestinien non pas de vivre dans une prison encore plus étroite, mais d'avoir un vrai avenir politique et social. Alors justement, je voudrais qu'on parle un peu de la suite et de potentiellement cette solution politique dont on parle depuis des années. Juste, je vois dans le chat que vous posez beaucoup de questions, vous discutez beaucoup entre vous du but du Hamas. C'est quoi l'objectif du Hamas? On a beaucoup parlé d'Israël, de l'armée d'Israël. C'est quoi aujourd'hui le but du Hamas? La fin de la colonisation, la fin de l'occupation, la fin du blocus. C'est un mouvement qui est à la fois un mouvement donc, de résistance en fait, décoloniale, mais c'est un mouvement qui, dans ses moyens déployés pour ses objectifs de résistance, utilise des frappes indiscriminées contre les civils, ce qui est un crime de guerre très grave, et on l'a vu le 7 octobre, c'est absolument abject ce qui s'est passé. Mais en fait, le Hamas, dans sa charte qu'il a mis à jour en 2017, se présente clairement comme un mouvement de résistance, en fait, un nationaliste islamiste, mais nationaliste, enfin les deux ne sont pas incompatibles, hein, et à demi-mot, enfin, en fait, c'est quand même très intéressant de la lire, cette charte de 2017, parce qu'ils se sont débarrassés de tous les éléments extrêmement antisémites qui étaient dans la charte de 1988, qui étaient vraiment qui parlaient de la destruction plus récente d'Israël. Mais par contre, effectivement, ils ont toujours cette rhétorique, ils ne reconnaissent toujours pas l'État d'Israël dans cette charte de 2017. Ils ont toujours cette rhétorique du Jourdain à la Méditerranée. Israël est un État qui n'a pas de comment dire, pas de pertinence, c'est de légitimité absolument à être là. Pour eux, le drame, il est arrivé en 1947 avec le plan de partage de l'ONU, qui a été refusé par les États arabes et qui a créé un État juif. Israël, en fait, qui a été ensuite, donc qui a déclaré son indépendance en mai 1948. Pour eux, les Arabes et les Palestiniens n'avaient pas à payer pour les erreurs commises par des pays européens. Ils ne comprennent pas, et c'est une injustice pour eux, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que l'État israélien a été créé en Israël, alors que les crimes, enfin ça résultait donc en partie de la Shoah, du choc de la Shoah, mais la Shoah n'a pas été commise par les États arabes. Donc eux, ils voient ça comme une espèce de punition collective, et effectivement, le Hamas est toujours dans cette rhétorique de Israël n'a pas de légitimité, mais dans la charte de 2017, à demi-mot, ils acceptent les frontières de 1967 qui sont les frontières de 1949. Ils disent que c'est une solution communément agréée. Mais par contre, voilà, donc il y a une espèce de petite ambiguïté. Je pense qu'ils ont lâché ça pour faire plaisir. Je crois qu'on était dans un cadre de réconciliation un petit peu à cette époque, hein, avec le Fatah. Mais le Hamas a par contre repris une stratégie politique enfin, je vais m'arrêter là parce qu'après, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Je pense que là, sur cette partie du conflit, le conflit au Proche-Orient, il est ancien, comme tu l'as rappelé, et il a des racines profondes. Mais quand le Hamas a déclenché cette attaque bestiale le 7 octobre, il avait un but en tête, qu'il a expliqué au New York Times. Donc ils ne s'en sont pas cachés, il l'affiche. C'est d'instaurer un état de guerre avec Israël. À un moment où Israël signait une succession
d'accords très importants avec des pays arabes et était en train de discuter avec l'Arabie saoudite. Et donc il y avait un côté, on écarte de plus en plus le problème palestinien et en fait on s'occupe de rétablir une espèce de paix régionale dans l'ensemble de la région. Donc le Hamas voulait instaurer un état de guerre et c'est exactement ce qu'il fait là. D'ailleurs s'il continue à tirer sur Israël, c'est pour que la guerre continue. Et le deuxième objectif du Hamas, c'est d'être reconnu comme un acteur étatique incontournable représentant les Palestiniens, alors qu'il ne l'est pas. Aujourd'hui, quand on nous parle de sondages chez les Palestiniens, c'est comme quand on va faire des sondages chez les Russes ou Poutine. Je veux dire, personne n'ira s'exprimer, ne serait-ce que de peur que sa famille se fasse exécuter après, parce que c'était dingue, les types du Hamas. Et donc, le Hamas n'est pas une représentation pertinente des Palestiniens. On ne sait absolument pas en réalité si les Palestiniens étaient libres, comment ils soutiendraient le Hamas. Par contre, le Hamas, avec cette guerre, est devenu le seul acteur dont on parle, grâce au gouvernement Netanyahou. C'est-à-dire que, quelque part, pardon d'utiliser cette expression qui est horrible, mais le gouvernement Netanyahou est le meilleur ennemi du Hamas. Absolument. Et c'est très inquiétant de voir comment ce gouvernement explique vouloir détruire le Hamas, mais en fait, c'est grâce à lui que le Hamas a une telle importance aujourd'hui. Et pour moi, c'est totalement incompatible avec le fait qu'on aurait dû daéchiser le Hamas, faire en sorte que plus personne ne parle au Hamas, que le Hamas soit un acteur qui soit, réputé infréquentable. Or, aujourd'hui, tout le monde vient discuter avec le Hamas pour sortir les otages, mais on a l'impression qu'il n'y a plus que le Hamas qui existe pour les Palestiniens. Voilà, c'est ça que voulait le Hamas et qu'il a très bien obtenu dans cette première phase de la guerre. Absolument. Parce que, donc, potentiellement, même si là, on a bien compris que la solution politique retournée autour de la table, pour imaginer une solution à 2 États, ça paraît un peu compliqué, puisque visiblement, c'est dans l'intérêt de personne que le conflit s'arrête. Mais potentiellement, l'idée, ce serait d'avoir une négociation, bon, évidemment pas que eux deux, mais Israël d'un côté, et le Hamas, ce serait possible que ce soit le Hamas qui négocie une solution politique au conflit. Alors, on est un peu la boule de cristal, mais... On n'a pas eu, et je te rejoins là-dessus, on n'a pas eu d'élection en Palestine depuis 2009. Les élections législatives palestiniennes 2006, c'est le Hamas qui les a gagnées. Donc Ismaël Haniyeh, donc, le leader du Hamas, a été brièvement Premier ministre, on l'oublie, mais il a été brièvement Premier ministre, nommé par Mahmoud Abbas. S'en est suivi une guerre fratricide Fatah-Hamas, avec le Hamas qui dégage le Fatah de la bande de Gaza, qui prend le contrôle de facto de la bande de Gaza, s'ensuit ensuite un blocus militaire total maritime, terrestre, aérien israélien. Nous n'avons pas de représentativité de ces partis politiques traditionnels à l'heure actuelle en Palestine. Ça, ils ne représentent pas la rue palestinienne. Et d'ailleurs, la rue palestinienne, même si effectivement il faut vraiment se méfier des sondages, mais je pense qu'étant donné les chiffres qui sont sortis par ce sondage sont tellement élevés qu'on peut penser que la marge d'erreur n'est pas trop mauvaise, mais il y a plus de 80% de la population qui considère que Mahmoud Abbas doit partir, qui considère que le Fatah est corrompu, que le Hamas est corrompu, qu'il ne les représente pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils commencent à s'organiser sans les partis politiques traditionnels. La résurgence de la violence qu'on a vue en 2021 en Cisjordanie, qui était un peu en sourdine depuis la première intifada, la violence, c'était plutôt à Gaza qu'on avait l'habitude de la voir. En Cisjordanie, beaucoup moins. Elle a ressurgi. Les Palestiniens, en tout cas certains Palestiniens, commencent à reprendre les armes et ils ne le font pas avec le Hamas. Ils ne le font pas. Certains le font évidemment avec le Hamas, le djihad islamique, etc. Mais vous avez eu des groupes de jeunes qui se sont autogérés, qui se sont constitués, qui ont pris les armes et qui ont décidé de prendre leur avenir en main. Ça, et donc c'était les signes précurseurs en fait de cette explosion qu'on a vue. Enfin, c'est d'explosion. Enfin, c'est un carnage, mais je veux dire, c'est une explosion aussi qu'on a vue le 7 octobre. Mais ça fait un petit moment en fait que la violence elle revient. Ça fait un petit moment que la violence revient et on n'a pas du tout pris ça au sérieux. Les Israéliens ont réagi comme ils réagissent d'habitude, c'est-à-dire avec un paradigme sécuritaire pur, en pensant que plus d'armées, plus de militaires et une stratégie purement militaire réussirait à régler le problème palestinien. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas trop mal réussi, c'était garder des petites années. Enfin, ils ont réussi à avoir quelques années de tranquillité en maintenant le conflit à un niveau de ce qu'on appelle basse intensité.
Mais de quelle intensité on parle? C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser à la violence directe. On parle tout le temps de Palestine quand il y a une résurgence de violence directe, de violence physique. Il y a 2 autres types de violence dont on parle jamais, c'est la violence structurelle et la violence culturelle. La violence structurelle, contrairement à la violence physique, elle n'est pas de basse intensité en Palestine. Ça fait 75 ans qu'on a une violence structurelle énorme de la part d'Israël sur la population palestinienne. Vous avez un arsenal de lois qui contraint, enfin vous avez un apartheid qui est mis en place. Tout ceci est codifié, tout ceci est légiféré, tout ceci est délibéré. Cette violence structurelle, personne n'en parle. Et tant qu'on n'arrivera pas à la régler, tant qu'on ne donnera pas des conditions de vie dignes à la population palestinienne, tant qu'on ne lèvera pas le blocus, tant qu'on ne finira pas l'occupation, tant qu'on n'arrêtera pas l'apartheid, cette violence structurelle-là, elle persistera. Et on aura des explosions de violence, et on aura le Hamas qui sera renforcé, et on aura la violence qui reviendra. Et il y a Volca dans le chat qui nous dit c'est là qu'on voit que le droit international est une farce. Parce qu'il fait... Le droit humanitaire international, il est censé... Si on parle du DIH, il est censé humaniser la guerre et protéger les aidants, les civils, et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de casse. On sait depuis de nombreuses années que les textes ils sont bien écrits, se sont consolidés au cours du XXe siècle. Et voilà, encore une fois, l'enjeu, c'est pas de les réécrire, c'est de les faire appliquer. Et on a vu dans plein de conflits, que ce soit au Yémen, en Syrie, par exemple. En Syrie, il y avait une véritable stratégie de guerre totale qui consistait à assassiner, tuer des aidants et bombarder des hôpitaux, des centres de santé, au point que pas mal d'acteurs ne mettaient plus des croix rouges sur les toits de leur dispositif pour pas être bombardés, mais ils faisaient de la médecine en loose day, dans les caves, justement pour pas être bombardés. À Gaza, c'est la même chose. On voit bien que les dispositifs de soins ne sont pas respectés. Les aidants, les civils, je vous ai évoqué le nombre de morts des Nations Unies et des humanitaires. Donc ce DIH, il n'est pas respecté. Je trouve que l'enjeu à faire rentrer potentiellement des observateurs, à se projeter au-delà de cette guerre qui, on l'espère tous, va être courte, mais qui là est dans une phase active où il va y avoir vraiment beaucoup de morts. Enfin, on est sur un carnage là en ce moment. C'est quasiment une mise à mort là, de milliers de personnes dans les jours qui viennent si la configuration ne change pas. C'est de ça dont on parle, des gens qui sont enfermés dans une prison qui n'ont pas d'échappatoire. Mais je pense que si on veut qu'au-delà de cette guerre, ce ne soit pas la mort du DIH aussi, il faut créer les conditions d'observateurs, la possibilité de jugement pour continuer à le faire vivre, à le rendre légitime et à, d'une certaine manière, faire qu'il puisse être un des codes de la guerre, des guerres de demain ailleurs dans le monde. On en est loin aujourd'hui, dans la mesure où on l'a évoqué tout à l'heure, le 2 poids 2 mesures fait que le droit ne va pas s'appliquer chez les uns et pas chez les autres. Oui. Ça n'a pas de sens. Et donc, ce qui se joue, de mon point de vue aujourd'hui, c'est évidemment la vie des civils à Gaza, des otages, des aidants, mais c'est aussi, si on n'arrive pas à faire changer la tendance, c'est aussi l'espoir de voir un DIH qui persiste comme étant un des codes de référence d'humanisation de la guerre, des guerres de demain. Et là, aujourd'hui, on en est loin au regard de la manière dont il n'est pas respecté. Puis je terminerai simplement pour dire qu'aussi en Cisjordanie, on l'a rappelé, la situation est très très dure, quand même des centaines de morts depuis quelques semaines, des dizaines de milliers de morts depuis de nombreuses années en lien avec une colonisation active, des expropriations de femmes, d'enfants, de vieillards. Et c'est pas pour rien que des ONG comme Médecins du Monde, on a des programmes en Cisjordanie où on accompagne notamment les familles sur le plan psychologique, qui ont des traumas des stress post-traumatiques, donc une dimension psychologique importante dans un contexte d'expropriation, de violence, d'intimidation, d'humiliation. Et aujourd'hui, y compris à Jenin, des hôpitaux qui sont des cibles où on empêche les malades d'être soignés sur des phases aiguës de combat encore ces derniers jours. Donc voilà, la situation, elle est l'horreur absolue à Gaza et elle est très grave et aussi en Cisjordanie où aussi le DIH il est loin d'être respecté, où les civils payent un lourd tribut et les humanitaires sont en très grande difficulté. Donc on en est à un moment où ça pourrait créer un précédent et où justement on pourrait avoir de plus en plus de conflits où le droit international humanitaire
Déjà, il était en difficulté, comme j'ai évoqué tout à l'heure, Oui. dans de nombreux pays, dans de nombreuses guerres. Là, si aujourd'hui, les Occidentaux, qui en général s'appuyaient dessus pour justifier Des crimes de certaines guerre, etc., rhétoriques oui. et certaines guerres dites justes, dont on sait que les guerres justes, c'est un slogan. Si aujourd'hui, de manière massive, objective, il n'est pas respecté dans Gaza par un allié inconditionnel d'Occidentaux, qu'est-ce que ça veut dire pour demain lorsqu'on va vouloir aller amener des codes d'humanisation de la guerre dans d'autres conflits? Voilà, déjà, c'était difficile de le soutenir. Là, je pense que ça va être encore plus difficile. Il faut créer les conditions qu'il puisse être respecté dans les années à venir. C'est aussi ça qui se joue à Gaza aujourd'hui. Guillaume, je crois que tu voulais réagir. Déclencher la guerre, aujourd'hui, on a l'impression que ça consiste à violer le droit humanitaire. On a été très frappés dans le déclenchement de la guerre en Ukraine de voir comment la Russie de Poutine s'est assise sur toutes les règles, alors qu'on croyait que c'était un pays qui aspirait à respecter malgré tout une forme de droit, et comment ils ont laissé libre cours à toutes les violences contre les femmes, les violences contre les enfants qui ont été déportés. Enfin, on croyait qu'on verrait plus jamais ça de sa vie. Et là, quand on a vu l'attaque du Hamas le 7 octobre, qui était délibérée, qui était préparée, qui a été organisée pendant des mois. D'ailleurs, au passage, on n'a pas évoqué ce sujet, mais dans la faillite sécuritaire de Netanyahou, il y a le fait que, contrairement à ce qu'il dit, son armée, ses services de renseignement, les services de renseignement égyptiens et américains, lui ont rapporté à plusieurs reprises et pendant plusieurs mois qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la bande de Gaza, organisé par le Hamas, et que Netanyahou a écarté en disant « mais non, il n'y a que la Cisjordanie qui compte d'un point de vue sécuritaire ». Mais on voit bien que dans cette attaque bestiale du Hamas, il y avait une volonté, non pas de faire la guerre aux Israéliens, parce qu'ils auraient pu s'attaquer à Tzahal, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu frapper l'opinion publique, y compris l'opinion publique internationale, par la bestialité. Je n'ai pas dit bestialité des hommes et des femmes, parce que quand on commence à dire que les gens sont bestiaux, c'est pour dire qu'on va les traiter comme des animaux. Donc je me refuse à ce genre d'exercice. Mais l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre, elle est très troublante, y compris dans le fait qu'ils ont pris des images. Donc on voyait bien qu'ils voulaient garder des traces, et pas seulement des récits, alors qu'ils n'avaient absolument pas besoin de faire ça. Je signale au passage que quand ils se sont attaqués au kibbutz, c'est quand même l'endroit où il y a les gens les plus pacifiques de tout Israël. Ils ne sont pas allés s'attaquer aux pires colons qui sont en Cisjordanie, ils se sont attaqués aux militants plutôt de centre-gauche qui disaient de toute façon il faudra un jour qu'on vive avec tout le monde. Donc il y a une volonté délibérée de provoquer et d'emmener Israël dans une guerre. Et ce qui fait peur, c'est qu'en fait, Israël a mené mène une guerre de colère, sans aucune limite, sans aucune règle, et que maintenant c'est Israël qui ne respecte aucun du droit international humanitaire. Donc on a l'impression que désormais un conflit consiste à ne plus rien respecter. Et ça, c'est très angoissant pour la suite. Parce que si seuls les pays qui ne sont pas en guerre respectent le droit international humanitaire, clairement on peut se dire, alors ça ne sert plus à rien. Johannes, peut-être un mot de la fin, puisque l'heure tourne. Non, je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit sur le plateau. Non, mot de la fin, c'est le feu. C'est le feu. Arrêtons ce carnage. Tu l'as bien décrit, Jean-François. Tu l'as bien décrit aussi. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe qui est en train de se passer. Les gens, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Les familles, dans les maisons, quand elles ont encore des maisons, le soir, chaque soir, et encore maintenant c'est aussi pendant la journée, se demandent si elles vont dormir toutes ensemble dans une même pièce pour mourir toutes ensemble si elles se font bombarder, ou si elles vont éparpiller les membres de la famille dans plusieurs pièces pour qu'il y ait des survivants. Les gens se disent adieu tous les jours quand ils se parlent au téléphone. C'est terrorisant ce qui est en train de se passer. Et donc oui, il faut agir absolument. Et voilà. Un petit mot à rajouter pour le mot de la fin? Non, je crois qu'on a été assez clair. Moi, tous les jours, on a les équipes de Médecins du Monde au téléphone. Ils sont à l'image de ce que vivent les Gazaouis. Ils sont dans le déniement le plus total. On est dans une mise à mort aujourd'hui massive, délibérée, si les choses ne continuent pas, avec un blocus qui a soif, qui a faim, qui prive de soins des centaines de milliers de personnes. Les gens dorment dans la rue. Une femme enceinte de l'équipe de Médecins du Monde qui a accouché il y a 15 jours nous disait hier qu'elle ne savait pas quoi donner à manger à son bébé aujourd'hui. On l'a demandé d'aller sur Rafah
après avoir déménagé plusieurs fois de son lieu de vie, en étant passé par Agnonès. C'est un endroit où les bombardements sont intenses, où il n'y a aucune aide proportionnée. Donc voilà, l'avenir pour les Gazaouis aujourd'hui, c'est une perspective de mort à court terme potentiellement, donc un pronostic vital qui est engagé. Je le disais déjà au début du conflit, avec la perspective d'un enfermement, une stratégie militaire aussi intense sur ce contexte-là et un blocus, c'était ce qui allait se passer. On est en train de le vivre aujourd'hui sur des crimes de masse à grande échelle. Il faut absolument le dénoncer et que ceux qui en ont le pouvoir stoppent cela rapidement. Peut-être juste un mot pour notre propre société. Pardon, je vais parler politique, je vais sortir un peu du cadre militaire. Cette violence, ce déluge de violence auquel on assiste dans la bande de Gaza est absolument sans issue. En dehors de produire des larmes et du sang, il n'en sortira rien. Et tant qu'on n'aura pas écarté les protagonistes les plus radicaux, le gouvernement Netanyahou, pour moi, est le miroir du Hamas. Pardon, mais ils se répondent dans leur radicalisme. Tant qu'on ne les aura pas écartés, on ne pourra rien construire. Mais il ne faut pas regarder seulement Israël, il faut regarder notre propre société. C'est aussi à nous d'écarter tous ceux qui portent des discours radicaux, qui essayent de monter les uns contre les autres. Parce que ce qu'ils attendent, c'est ce type de conflit. Et si on l'accepte, on rentre dans une spirale de violence dont on voit parfaitement les dégâts et les conséquences dans la bande de Gaza, mais dont il faut se prémunir. Il ne faut pas imaginer 2 secondes que, parce que notre société vit dans une paix royale depuis 70 ans, je veux dire, la dernière guerre officielle, c'était la guerre d'Algérie, on a l'impression qu'on est exempté de phénomènes de guerre, on voit bien que demain, on peut renouer avec une violence inouïe qui peut être portée par n'importe qui, dès le moment où on laisse les porteurs de la violence et de la haine des autres s'installer au pouvoir ou nous manipuler comme ils le font au Proche-Orient. Donc soyons extrêmement vigilants sur tous ces extrémistes qui essaient de nous emmener dans cette vallée de sang et de larmes que sont toutes les guerres. Eh bien, il est 19h07. Je remercie beaucoup tous les 3 d'être venus ce soir. Joanne Deas, donc directrice exécutive de l'IREMO, l'Institut de recherche d'études Méditerranée Moyen-Orient. Guillaume Ancel, l'ancien officier, chroniqueur et auteur du blog Ne pas subir, dans lequel d'ailleurs tu as publié un dernier article qui s'appelle « Israël contre le Hamas, reprise de la guerre et après ». Tout à fait le sujet que nous avons abordé ce soir. Et Jean-François Corti, vice-président de Médecins du Monde et chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous. C'était vraiment passionnant. Il me reste à remercier également le chat. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous pendant 1 heure. Merci Cyril à la réalisation. Merci beaucoup à Stéphanie qui nous fait toujours nos visuels tous les jours. Merci à Mathis, notre programmateur. C'est l'heure donc du moment Mathis. Salut Mathis. Le petit moment Mathis. Il emprunte un micro. Et Mathis, raconte-nous de quoi on va parler dans le prochain stream. Demain, c'est une grosse émission qui nous attend car c'est le long stream du mardi de midi à 14h. Et demain, Sarah, on parlera de la COP qui s'est ouverte la semaine dernière, jeudi dernier. Donc ça va être super intéressant. On parlera de la COP 28 qui s'est ouverte à Dubaï avec une membre du Haut Conseil pour le climat et ancienne membre du GIEC. Également un géopolitologue du climat et une représentante d'Oxfam France. Donc je pense que ça va être super intéressant. Midi à 14h demain. Ils vont ça super bien. Je sais pas vous, mais moi, j'ai hâte d'y être. Si vous voulez revoir le stream, c'est bien sûr possible. Ce sera à dispo sur la chaîne Twitch dans quelques minutes. Sur la page replay de l'émission, ça c'est sur franceinfo.fr. Si vous voulez prolonger la discussion, il y a le Discord aussi qui est là, si ça vous intéresse. Et puis le podcast du talk, ça existe aussi. Donc le talk, mais en version audio. Ce sera dans quelques minutes sur la plateforme Radio France. On se retrouve donc demain à midi pour 2 heures de stream. Je vous souhaite une très très bonne soirée. À plus.